Bonjour et bienvenue pour cette présentation des low-tech. Alors d'abord, nous allons répondre à la question « Mais c'est quoi la low-tech » Nous montrerons directement plusieurs exemples. Réchaud à économie de bois, machine à laver à pédale, douche à recyclage, cuiseur solaire, poêle de masse semi-démontable, phytoaération mésorisée, chauffe-eau solaire, pompe à eau à pédale, lactofermentation, lampe photovoltaïque avec cellule de batterie d'ordinateur, semoir viticole à engrais vert, roue à eau du 19e siècle, biodigesteur, éolienne pigote. Mais la low-tech, ce n'est pas que de la technique, du bricolage ou une façon de concevoir les objets. Il y a toute une philosophie derrière la low-tech, que nous prendrons le temps d'expliquer. Enfin, pas trop longtemps quand même, et histoire de rester concret, nous débattrons immédiatement de la pertinence de la low-tech. Car il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Ouais, ok, la low-tech, c'est super, je vais faire de la low-tech ». Non, suivant le contexte, construire ou utiliser un objet low-tech peut être très pertinent ou pas. Et il faut dans tous les cas bien intégrer les motivations précises pour lesquelles on veut mettre en œuvre la low-tech et comprendre qu'on peut la mettre en œuvre sans forcément construire un super bricolage à la Géo trouve-tout. Et enfin, tadam, nous parlerons de l'avenir. L'avenir sera-t-il low-tech ou bien la low-tech est-elle au contraire rétrograde comme le clament ses détracteurs ? Attention spoiler, non, la low-tech n'est pas rétrograde, bien au contraire. Qu'entend-on par low-tech exactement ? Littéralement, low-tech signifie low technology ou basse technologie en français. On parle encore de technologie douce ou technologie raisonnable. Le terme est directement un miroir, si on peut dire, de l'expression high-tech. Et on peut penser que la low-tech a pour vocation de s'opposer à la high-tech, à cause de l'opposition high-low. Mais en fait, dans la plupart des cas, ce n'est pas une opposition. La low-tech est une alternative à la high-tech. J'insiste sur cette notion d'alternative. On comprendra, après avoir détaillé ces motivations, pourquoi dans de nombreux cas, on va choisir de s'écarter de la high-tech pour privilégier la low-tech, mais certaines fois, la low-tech et la high-tech se révèlent parfois complémentaires. Et d'autres fois encore, elles n'ont tout simplement pas vocation à répondre aux mêmes besoins, pas le même champ d'action. Par exemple, pour soigner des maladies graves, les partisans de la low-tech ne prétendent pas et ne souhaitent pas essayer de substituer la high-tech. On choisit pour de nombreux besoins l'alternative low-tech pour des raisons profondes et très concrètes. C'est un choix et pas une doctrine. La low-tech, ce sont des solutions simples, durables et accessibles. Simples, ça veut dire qu'on peut comprendre comment ça marche, elles sont appréhendables par une personne, il n'y a pas de supply chain complexe et opaque derrière, pas de process de fabrication alambiqué. Durable, au sens de la durée de vie dans le temps, on est aux antipodes de l'obsolescence programmée, et aussi durable pour l'environnement. On réfléchit à des solutions respectueuses de l'environnement et qui ne polluent pas ou peu. Accessible, en termes de coût, de réalisation, la réalisation nécessite le plus souvent des outils de base, et aussi dans le sens où les solutions low-tech sont libres, open source, partagées par la communauté. Mais par-dessus tout, les solutions low-tech, ce sont des solutions qui se veulent utiles. Elles sont là pour répondre à des besoins de base. Avec les low-tech, on ne va pas créer des besoins dans un but mercantile comme c'est parfois le cas avec les high-tech. On se concentre sur des fonctions utiles. Et comment arrive-t-on à mettre en œuvre ces solutions utiles, simples, durables et accessibles ? Eh bien, en faisant appel à des processus tels que le recyclage et le réemploi, on valorise autant que possible des objets existants, en s'épargnant ainsi l'achat ou la fabrication de nouveaux composants, en faisant préférentiellement appel à des ressources locales, on privilégie ce qu'on a de disponible ici, sans solliciter une supply chain faisant voyager des matériaux à travers la planète. Fondamental dans la démarche low-tech, on pratique le DIY ou do it yourself, fais-le toi-même. La plupart du temps, on construit les solutions low-tech soi-même, ce qui ne veut pas dire tout seul dans son coin. Souvent, on fait ça à plusieurs, pour partager les connaissances, le savoir-faire et les outils aussi, pour s'aider, pour apprendre ensemble. Et si on a construit un appareil low-tech soi-même, on le connaît par cœur, et on est mieux capable de le réparer. L'aspect réparable d'une solution low-tech est un aspect très fort pour la durabilité. Un corollaire de tout ça, ressources disponibles, parfois gratuites, construction soi-même, etc., c'est qu'on diminue évidemment les coûts et qu'on obtient donc une solution souvent peu onéreuse, ce qui la rend évidemment plus accessible. Ce qui rend les solutions low-tech accessibles, ce sont aussi parce qu'elles sont open source. Les plans de construction sont en libre accès, des tutoriels, des vidéos sont disponibles, aussi gratuitement, pour expliquer comment réaliser ces solutions. Et dans toute cette démarche, on garde constamment le souci d'avoir un faible impact environnemental. Basse énergie, éviter les combustibles fossiles, pas ou peu de déchets, privilégier et prendre soin des ressources naturelles, tout cela n'est pas une contrainte, mais au final un atout pour les low-tech, un atout pour la durabilité. Voyons donc maintenant quel genre de solution on peut fabriquer en appliquant ces principes.
Ce sont uniquement des exemples ici, pas une recette généraliste. Gardez bien en tête qu'il faudra ensuite parler de la philosophie qu'il y a derrière tout ça et discuter de la pertinence des solutions low-tech. Alors comme exemple, voici donc en vrac. Le cuiseur solaire, pour cuire des aliments grâce aux rayons du soleil, sans énergie type électricité ou combustion de bois, gaz, pétrole. La machine à laver à pédale, qui fonctionne sans électricité. C'est nous qui pédalons pour faire tourner le tambour, et qui nous occupons manuellement de mettre de l'eau, de la vidanger à chaque étape. Le poêle de masse semi-démontable, construit sur le principe du rocket stove. La phytoépuration des eaux usées, basée sur un processus naturel où les eaux usées sont traitées par passage à travers un substrat qui sert de filtre et des bactéries qui dégradent les particules organiques. La douche à recyclage, où on utilise moins d'eau qu'une douche traditionnelle, mais en gardant le confort d'une douche, avec de l'eau chaude et qui peut durer autant qu'on veut. Le chauffe-eau solaire, qui chauffe l'eau grâce aux rayons du soleil et qui a un excellent rendement, qui ne consomme pas d'électricité ni d'autres sources d'énergie pour chauffer l'eau. Les éoliennes Piggott, du nom de Hugh Piggott, écossais qui a établi leurs spécifications. Il s'agit de petites éoliennes autoconstruites dans une démarche low-tech, allant de 1,20 m de diamètre pour 200 watts à 4,20 m pour 2000 watts. Le biodigesteur, où les déchets organiques sont dégradés biologiquement par le processus de méthanisation, produisant un digestat à composter, et du méthane, aussi appelé biogaz, qui pourra être utilisé pour des tacs de cuisson. Le rocket stove, ici en version mobile pour la cuisson des aliments, il est aussi appelé poêle à économie de bois, car il produit une combustion très efficace. La pompe à eau à pédale, une des nombreuses solutions qu'on peut développer sur la base d'un système avec pédalier de vélo. Celle sur la photo peut pomper jusqu'à 38 litres d'eau par minute à 30 mètres de profondeur. Le processus de lactofermentation, pour conserver des aliments comme la plupart des fruits et des légumes sur une période de l'ordre de 1 an sans consommer d'électricité, ni pour refroidir ou pour pasteuriser. Une lampe photovoltaïque avec cellules de batterie d'ordinateur, qui est un exemple de réemploi de pièces high-tech, des cellules lithium d'ordinateur, en triant et réutilisant celles qui fonctionnent encore, aussi un petit panneau solaire et quelques composants électroniques de base. C'est pas de la pure low-tech, mais ça l'est dans l'esprit si les composants sont issus du réemploi. Voici un semoir viticole à engrais verts, qui est une des nombreuses réalisations de l'Atelier Paysan, une société coopérative d'intérêt collectif en France, qui conduit des chantiers d'autoconstruction, pour ceux qui en font la demande, afin de réaliser des agroéquipements adaptés à l'agriculture biologique. Il s'agit d'ingénierie participative, parfaitement dans l'esprit low-tech. On peut citer en exemple aussi de nombreuses technologies du 19e siècle. Par exemple, en image ici, une roue à eau pour la meunerie. Cette époque était déjà très riche en solutions techniques avancées et performantes, mais sans électricité, sans plastique, ni combustible fossile. Après avoir vu ces quelques exemples concrets, on sent mieux ce qu'il y a derrière la low-tech. Ce n'est pas juste du bricolage, ce n'est pas non plus juste essayer d'économiser un peu sur un appareil. Cela va plus loin. Cela suit une véritable façon de penser. Pour résumer, faire de la low-tech, c'est faire mieux avec moins. Avec moins, on sous-entend moins de ressources consommées, moins d'énergie, moins de pollution. Et mieux, on sous-entend quelque chose de robuste, de durable, réutilisable, sans faire de compromis sur la fonction à remplir. On remplit la fonction, mais pas avec un truc cher, jetable, qui va casser au bout d'un certain temps, en polluant, qui aura même déjà pollué en amont par sa fabrication. Toute cette démarche permet de contribuer à des grandes causes, qui sont l'écologie. Nous faisons partie de ce grand écosystème qui contient les êtres vivants et leur milieu de vie, la terre, la nature. C'est quand même un peu important de le prendre en compte et de le respecter. L'économie circulaire, mais il me faut nuancer cette idée. Certains entendent économie circulaire comme continuer à faire tourner les unités de production, mais avec des matières recyclées et recyclables. Bon, il faut garder en tête que le recyclage a un coût énergétique et a également un potentiel limité à cause des pertes nécessairement occasionnées, parfois d'ailleurs en proportion considérable. On parle ici de limites physiques. Perte des propriétés du matériau, effet dispersif ou simplement impossibilité de recycler certains états ou combinaisons de matériaux. On veut donc ici une économie circulaire non pas basée sur un couple recyclage industriel, unité de production industrielle, comparable au système industriel classique actuel, mais d'une économie circulaire basée sur des pratiques et techniques privilégiant un recyclage dit facile, idéalement brut, ou tout au moins à coût énergétique très faible. Cela peut être compatible avec un système basé sur des petites manufactures et des artisans locaux adaptant et réparant les objets, par exemple.
La résilience, on entend par là notre capacité à rebondir face à des perturbations graves de la société, comme une pénurie de ressources, le changement climatique, une crise financière. En gros, on se donne plus de possibilités de s'adapter pour subvenir à nos besoins. L'intelligence collective, c'est-à-dire que la communauté peut progresser et accomplir de grandes choses grâce à l'interaction de ses membres qui mettent en commun leur intelligence et leurs connaissances. Au final, pour caractériser ce que fait la low-tech, il y a une expression que j'aime beaucoup, l'innovation frugale. On consomme peu, ce qu'il faut mais sans plus, et en innovant, en utilisant des techniques améliorées. Et même si parfois on ne fait que remettre au goût du jour une technique ancienne, donc on n'innove pas vraiment, du fait de l'implication de nous-mêmes dans la réalisation, on innove à titre personnel, on acquiert une nouvelle connaissance, une nouvelle carte dans notre jeu, on s'ouvre une nouvelle porte. Et cette philosophie d'innovation frugale apporte une très bonne réponse aux enjeux majeurs de notre temps, regroupés ici en 4 points. Le premier, la limitation des ressources. Bon, entre autres, on se doute bien qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole. Sans même considérer la difficulté croissante qu'on a à l'extraire, on s'en doute. Mais on dirait que peu de monde veut y penser. Alors voici un slide qui met les points sur les i. Intitulé « Né en 2010, combien reste-t-il pour moi ?» C'est une projection sur l'épuisement de différentes ressources très utilisées. Alors de haut en bas, d'abord le domaine de l'énergie avec le pétrole, le charbon, le gaz et l'uranium. Ensuite, on a le domaine des métaux utilisés dans des solutions utilisant les énergies renouvelables. Donc ça, c'est très pertinent, car comment espérer exploiter de façon exponentielle les énergies renouvelables avec des solutions demandant des métaux qui ne seront bientôt plus disponibles? On a donc l'antimoine, le plomb, l'indium. Alors l'indium est très utilisé entre autres pour les cellules photovoltaïques. Et les terres rares. Enfin, pour le domaine industriel, on a ici le zinc, l'argent, l'or et le cuivre. On voit que pour une personne née en 2010, c'est la fresque en haut, lorsqu'elle atteint la quarantaine, il y a déjà plus grand-chose. Alors cette étude date de quelques années et les projections ne sont pas à prendre à l'année près, mais les ordres de grandeur sont tout à fait valables. De plus, la source de cette étude, le US Geological Survey, est on ne peut plus sérieuse. Il y a 2 horizons, comme vous pouvez le voir, en traits plus fins qui va le plus loin, c'est si la consommation actuelle de chaque ressource reste stable, et en trait épais, c'est si la consommation de ces ressources continue d'augmenter chaque année au rythme actuel. C'est évidemment pire, donc plus court. Car oui, bien qu'on se dirige vers un épuisement, la consommation continue d'augmenter chaque année. Déjà, pour tout un tas de métaux, les solutions high-tech liées aux énergies renouvelables sont un des moteurs de cet épuisement croissant. Il y a aussi bien sûr la consommation des particuliers, je ne parle même pas de la croissance des pays dits en voie de développement, mais déjà juste de la consommation effrénée des biens high-tech non nécessaires dans les pays dits développés. Puis il y a l'épuisement des ressources dû à la croissance des besoins énergétiques, que je vais maintenant expliquer un peu plus en détail. Outre la diminution des quantités de matières disponibles, on vient d'en parler, on a parlé plutôt de l'erreur de considérer le recyclage industriel comme ayant une chance de pouvoir nous amener dans un cercle vertueux. Il y a un problème de diminution de qualité et d'accessibilité des ressources restantes. Qualité. Les meilleurs filons sont épuisés en premier, et ensuite, si par exemple, on exploite un minerai contenant seulement 3 à 5 grammes d'or par tonne, j'ai bien dit 3 à 5 grammes par tonne, il faut y mettre une énergie considérable pour extraire, charrier, broyer la tonne en question, etc. Par exemple, acheminer les matières triées, tout ça, pour retirer si peu. Et comme ça doit être rentable, ce n'est envisageable qu'avec des machines très performantes. Accessibilité. Un bon exemple est celui du pétrole. Même si on a trouvé qu'il y a du pétrole quelque part, l'extraire n'est pas toujours une mince affaire. Ça coûte des ressources énergétiques d'autant plus considérables que l'accès à cette réserve est difficile. Pour évaluer cela, on définit le EOREI, ça veut dire Energy Returned on Energy Invested, donc l'énergie rendue ou fournie par énergie investie. En gros, c'est le nombre de barils qu'on retire quand on dépense pour les extraire l'énergie de 1 baril. Les réserves les plus faciles à exploiter, qu'on a donc exploitées en premier, sont bien sûr les champs pétroliers onshore, comme ceux des États-Unis du début, voilà, donc 1930, ou les champs géants en Arabie Saoudite, qui sont encore actifs. Sur ce graphe, on peut voir différents EOREI, peut-être qu'on dit EOROI, je ne sais pas, avec les meilleurs à gauche et les plus mauvais à droite. Donc à gauche, celui pour lesquels quand on dépense 1 baril d'énergie, on retire beaucoup de barils, donc c'est quand même c'est un bon rendement, on va dire. Et à droite, c'est ceux où on investit 1 baril et on en retire à peine quelques-uns. Donc là, on perd beaucoup d'énergie rien pour accéder à cette ressource.
Les gisements américains du début, donc il y avait un formidable score, on les voit tout à gauche. Ils étaient faciles à exploiter, mais maintenant, ils sont vides. Tout comme ceux de 1970, voilà, je les barre. Ou même encore 2005, terminé. Bon, maintenant, on a pas mal de pétrole encore disponible, ça c'est vrai, mais où? Dans des gisements offshore, alors ils ne figurent pas sur ce graphe, mais ils ont un EOREI autour de 15, suivant les sources. Ou encore, et c'est la soi-disant nouvelle grande richesse du Canada et des États-Unis, qui les exploitent à fond en ce moment, les sables bitumineux, qui ont un EOREI de 3 en moyenne. Donc un tiers de l'énergie qu'on extrait part déjà en fumée durant le processus d'extraction. Waouh! Bon, et pour continuer l'emballement, tous ces process sont de plus en plus gourmands et consomment donc de plus en plus de métaux, avec les machines de forage, les véhicules de logistique, les structures géantes dans des conditions de stabilité difficiles, etc. Donc du coup, au final, on a une double tension, à la fois sur l'énergie et sur les métaux. Et cette double tension n'est pas tenable. Pour résumer, plus d'énergie nécessaire pour les métaux moins concentrés et plus de métaux nécessaires pour une énergie moins accessible. On ne s'en sort pas. On ne fait qu'accélérer vers l'épuisement. Le deuxième enjeu est lié au climat, au dégagement de gaz à effet de serre et notamment à cause de la consommation d'énergie dont on vient de voir qu'on ne fait que l'augmenter avec l'extractivisme actuel. Voici un premier graphique bien connu qui montre l'augmentation des émissions de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Bon, je ne vais pas revenir ici sur le phénomène de l'effet de serre et son impact sur le climat via le réchauffement. Ce qu'il faut retenir, que des milliers de scientifiques reconnus ont martelé depuis des années, c'est qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre pour avoir une chance de s'en sortir. Ces gaz à effet de serre, ils viennent en grande partie de la combustion des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et avec quoi produit-on principalement l'énergie? Voilà la réponse en graphique. Très très majoritairement pétrole, gaz, charbon. Les low-tech, soit en essayant de produire de l'énergie à partir d'une source renouvelable et simplement, c'est-à-dire sans monopoliser plein de métaux qui eux-mêmes sont issus d'un extractivisme très coûteux, soit en s'affranchissant carrément de l'utilisation d'électricité ou d'autres formes d'énergie, permettent ainsi de redresser la barre. Sans compter toute l'énergie économisée en ne sollicitant pas la machine industrielle mondiale, ni les transports de ressources à travers le globe. Troisième enjeu, la réduction des déchets. Ce n'est un secret pour personne, l'industrie manufacturière génère quantité de plastique, pour la majorité non recyclé, ainsi que d'autres déchets, sous-produits de fabrication et autres. Et elle utilise aussi de nombreux produits chimiques, et les exemples de pollution avec ceux-ci sont légion. S'affranchir de ces processus industriels supprimerait une grande quantité de déchets. Là encore, la low-tech est une réponse satisfaisante. Dernier enjeu cité ici, rendre les services accessibles au plus grand nombre pour préserver la paix sociale. Alors expliquons un peu. Il y a eu de nombreux articles dans la presse, et en voici un extrait par exemple, expliquant en quoi les gilets jaunes et les personnes manifestant pour le climat se rejoignent à plus d'un titre. Contrairement à ce que certains politiciens ont voulu faire croire pour décrédibiliser ces mouvements. Ils se rejoignent essentiellement parce que le système économique actuel, qui pousse la croissance économique et donc la consommation, pousse les gens à consommer et donc à payer, tout en cherchant à augmenter le rendement pour donner plus d'argent à ceux qui sont aux manettes. Donc résultat numéro 1, les gens qui sont donc encouragés à consommer payent, c'est leur rôle, c'est pourquoi l'argent qu'on leur donne, on appelle ça le pouvoir d'achat. Ce qu'on leur donne, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils le dépensent. On a besoin de leur reprendre de l'autre côté pour faire tourner la machine, sinon elle s'écroule. Et résultat numéro 2, avec cette spirale de consommation, on fout en l'air le climat. Donc vouloir arrêter cette machine économique avilissante, et en même temps vouloir sauver les climats, est tout à fait cohérent. Les low-tech, en rendant les gens plus résilients, plus indépendants vis-à-vis des multinationales et autres organismes de consommation, les sortent de l'obligation de réinjecter de l'argent dans la machine, et elles réduisent en même temps les nuisances pour le climat en freinant cette production-consommation à tout prix. Nous avons terminé ce volet nécessaire sur la philosophie derrière la low-tech, ses motivations profondes. Maintenant qu'on est convaincu que l'utilisation des low-tech est super justifiée, est-ce pour autant pertinent de se dire « Ok, je vais faire de la low-tech partout, tous les trucs que vous avez montrés, ils sont super, je vais les mettre en œuvre partout, ce sera super bon ». Bah, pas forcément.
La mise en œuvre de la low-tech, elle n'a de sens qu'après un certain questionnement sur ses besoins, son contexte et ses motivations par rapport à son propre mode de vie. Prenons quelques exemples, histoire de mettre volontairement les pieds dans le plat. Se construire un cuiseur solaire quand on a une cuisine tout équipée à l'électricité, des panneaux solaires et qu'on cuisine surtout des gâteaux. Est-ce pertinent ? Ben oui, si on veut vraiment maximiser l'énergie disponible sur le réseau, donc en l'occurrence la donner aux autres autant que possible, et aussi si on laisse tomber les gâteaux dans ces moments-là. Enfin c'est possible de cuisiner les gâteaux au four solaire, mais c'est franchement pas évident. Évidemment aussi, on parle d'une solution complémentaire très ponctuelle. Ça ne va pas changer globalement ses besoins électriques pour la cuisine, contrairement à quelqu'un qui vit au Tchad par exemple, qui pourra s'en servir très 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 souvent. Donc, pertinence très restreinte et soumise à une certaine vision des choses. Se construire des toilettes sèches quand on n'a pas d'espace vert à disposition et qu'on continue à utiliser de grandes quantités d'eau potable pour la douche, l'arrosage, etc. Est-ce pertinent ? Alors, je suis un grand défenseur des toilettes sèches, donc je ne découragerai sûrement pas cette personne à y passer, mais elle devra trouver un moyen d'évacuer et de valoriser sa production, si on peut dire. Alors c'est possible, il suffit d'organiser ça, mais tant qu'elle n'a pas trouvé cette solution, ça ne sert à rien évidemment de construire des toilettes sèches. Mais surtout, pour être pertinent, il faut surtout que cette personne, pour être pertinent et cohérente, elle devra réfléchir avant tout à réduire au nécessaire, à ce qui est nécessaire, sa consommation d'eau potable. Donc des douches moins longues et ou moins fréquentes. Bon, pour l'arrosage, je me rends compte, maintenant que j'ai écrit ça, que ça colle pas avec le fait d'avoir écrit qu'elle n'a pas d'espace vert. Bon, ou alors, disons qu'elle a plein de pots de fleurs. Bon, en tout cas, si on le peut, il est hyper logique et efficace de mettre en place une citerne d'eau de pluie. Pas forcément enterrée, un petit container en bas de la gouttière fait aussi l'affaire, et d'utiliser cette eau pour une partie de ses besoins en eau où la potabilité n'est pas obligatoire. Donc, pour la pertinence, ici, oui, pour les toilettes sèches, mais seulement après avoir intégré plusieurs paramètres modifiant un peu le mode de vie de la personne, modifiant dans le bon sens. Vouloir une pelouse de golf et se dire qu'on va faire ça à la faux. Pertinent ? On se dit, la faux, c'est un bel outil low-tech, je suis fan de low-tech, je vais entretenir ma pelouse à la faux. Bon bah là, non. Attention, la faux est un outil très utile et très intéressant. Mais par exemple, pour faucher des hautes herbes. On laisse un espace en friche, on laisse la nature s'exprimer, puis on fauche à la faux, zéro pétrole, zéro électricité. En plus, c'est très efficace. Et ça nous fait du fourrage pour les animaux et ou du paillis pour le potager. C'est super pertinent, c'est une bonne façon de s'occuper d'un espace vert de façon permaculturelle. Mais alors le coup de la pelouse de golf, non. C'est un bon exemple, car ça montre comment la low-tech se révèle pertinente seulement si elle s'insère dans un cadre d'un projet de vie réfléchi. Alors oui, en passant à la low-tech, on doit laisser tomber certaines lubies pour revenir à des choses plus naturelles. En l'occurrence, on laisse tomber la pelouse de golf pour revenir à de la nature vivante. Vouloir construire une éolienne parce que, je cite, c'est un super défi d'autoconstruction low-tech. Est-ce pertinent ? Bon, évidemment, ici, le problème, c'est la motivation. On a dit qu'on mettait en œuvre la low-tech pour être utile. Alors oui, une éolienne, c'est utile car ça fournit de l'électricité et a priori, on a besoin d'électricité tous les jours dans notre mode de vie. Mais une éolienne, ça consomme aussi quand même pas mal de ressources pour la construire. Même une éolienne pigote, où on récupère un vieux moyeu de voiture, des tôles et du bois, il faudra des aimants permanents, des bobinages de cuivre, entre autres. Donc ce sont des ressources qu'on ne va pas mobiliser juste parce que c'est un super défi. Il faut calculer que l'emplacement va valoir le coup, en termes de vent, moyenne, qu'elle va être dimensionnée correctement, cette éolienne, par rapport à un nombre de kilowattheures par an dont on a vraiment besoin, qu'on va savoir emprunter soi-même pour la construire, ou demander tous les outils nécessaires sans forcément acheter des trucs rien que pour ça, une seule fois, je pense au poste à souder par exemple, tout ça. Donc, si tout ça se met bien, qu'on a vraiment besoin de ces kilowattheures pour la vie du foyer, alors oui, c'est une super réalisation cette éolienne, mais sinon, on ne va pas la fabriquer juste pour faire une photo avec et la garder dans l'atelier comme un trophée. Bref, la low-tech est pertinente quand elle s'inscrit dans une démarche de vie. Une démarche de vie plus consciente du problème des ressources et de l'impact environnemental, et qui débouche sur une philosophie très profonde dans son analyse, comme on l'a vu avant. Le Low-Tech Lab, cette formidable association française qui fait tant pour le low-tech en France et dans le monde entier, a formulé les 3 principes d'action et d'émancipation de la low-tech sous-jacents à toute la démarche. 1. Questionner nos besoins. 2.
changer notre relation à la technologie. 3. Remettre en question le modèle de société. Alors questionner nos besoins. Ai-je vraiment besoin de cet objet? Ne puis-je pas être heureux et épanoui sans ça? Ou ne puis-je pas faire autrement? Changer notre relation à la technologie. Je peux refuser de dépendre d'objets à obsolescence programmée, non réparables et dont je ne comprends même pas le fonctionnement. J'aurai tout à y gagner à m'entourer de techniques que je pourrais appréhender moi-même ou avec une aide locale. Remettre en question le modèle de société. La résilience que peut me procurer cette démarche peut me permettre de ne plus devoir donner autant d'argent à des grandes compagnies pour mes besoins, et alors je peux travailler moins, avoir du temps pour m'occuper de choses qui comptent, la famille, la nature, la culture. Je peux me distancier du système capitaliste productiviste qui de toute façon nous emmène dans une impasse. Et tout ça débouche avant tout sur des gestes simples, une façon simple d'aborder les choses de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire de construire un rocket stove ou une machine à laver à pédales pour pouvoir se dire adepte de la low-tech. Par exemple, se déplacer à vélo et pas en voiture, c'est de low-tech. Ça a l'air bête, mais remplacer une voiture de 1,5 tonnes par un vélo de 15 kg, et se passer de ce pétrole venu d'on ne sait où, à coût énergétique de plus en plus élevé, et qui polluerait tant à être brûlé dans le moteur, c'est une avancée formidable pour les ressources et l'environnement, à ne pas du tout sous-estimer. En tout cas, n'oubliez pas que la low-tech est applicable à tous nos besoins de base. Pour finir, j'aimerais vous donner quelques conseils si vous voulez mettre de la low-tech dans votre vie. D'abord, et vous l'avez déjà bien compris avec ce qui vient d'être dit, le premier réflexe à avoir est de questionner vos besoins. On est souvent convaincu à notre insu, par la pub ou l'exemple d'autres personnes, d'avoir absolument besoin d'un truc. Et quel bonheur de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de ce truc. Il disparaît de nos préoccupations et tous les soucis liés à l'achat, l'utilisation et l'éventuel remplacement futur de ce truc s'envolent avec lui. Aussi, questionnez votre niveau de besoin. Vous avez besoin d'un téléphone pour téléphoner, ok, mais avez-vous vraiment besoin d'un smartphone de 64 GB? Vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer avec vos enfants? Bon, ok, admettons. Mais avez-vous vraiment besoin d'un SUV? Plus lourd, plus haut, avec des pneus plus larges qui consomment plus, etc. Pour voir en pratique ce que ça peut donner que des objets qu'on sait réparer, pour voir l'intelligence collective en action, pour voir comment on peut s'approprier une technologie et éviter d'alimenter le cycle de la consommation, rien de tel que de faire un tour un jour dans un repair café. Même si vous n'avez rien à y faire réparer, je vous invite vraiment à aller voir, vous y verrez concrètement des gens s'affairant avec joie à s'approprier la technologie pour la faire durer. Et non seulement ne pas repasser par la case nouvel achat et production de déchets, mais aussi en ressortir en ayant augmenté ses connaissances et ses capacités propres. L'agenda des Repair Cafés de Belgique est consultable sur le site repairtogether.be, avec d'ailleurs également plein de tutoriels de réparation en libre accès. Autre lieu à visiter pour s'inspirer et passer progressivement à l'action, les ressourceries, les lieux de réemploi et de recyclage, les magasins de seconde main. Déjà, vous y ferez des bonnes affaires. Vous serez même peut-être surpris de voir tous les bons articles en très bon état qu'on peut y trouver. Vous serez heureux d'y trouver quelque chose d'utile, évitant là encore le passage par la case « achat d'un truc neuf ». Et aussi dans la démarche, vous y verrez ce qui est disponible, ce qui peut encore servir à moindre coût, et ça pourra vous inspirer pour vos propres créations ou adaptations. Il n'y aura peut-être pas exactement l'article sur mesure qu'il vous aurait fallu idéalement, mais soit vous faites preuve de créativité et d'inventivité en l'adaptant, soit c'est vous qui vous adaptez à ce qui est disponible. Là encore, ne pas croire qu'il nous faut absolument le truc de la publicité, truc évidemment neuf et cher, pour être satisfait. Pour apprendre des nouvelles techniques, et là pour le coup pour vraiment passer à l'action, je vous recommande vivement de chercher à prendre part à des chantiers participatifs. Il s'agit de chantiers où on vient donner un coup de main, même sans connaître forcément la technique à l'avance. La personne qui organise vous explique et vous montre, vous aidez et apprenez en même temps. Ce sont toujours des moments très enrichissants humainement. De nombreux chantiers participatifs tournent autour de techniques low-tech, comme l'isolation en torchis, la réalisation d'habitats légers à partir de bois massifs avec des outils manuels, etc. Et à côté de tout ça, dans votre vie de tous les jours, n'arrêtez jamais d'imaginer, de chercher à inventer. On parle de penser en dehors de la boîte, thinking outside the box, pour créer ou adapter quelque chose comme vous le voulez, et pas comme on l'aurait fabriqué pour vous sans même vous avoir consulté avant. Et passez à l'action, essayez. Et partagez aussi. Partagez vos connaissances, vos expériences, vos réalisations, partagez aussi vos questions.
L'intelligence collective est la plus puissante solution à tous les problèmes. Encore quelques conseils. Ayez bien conscience de la valeur des outils. Les outils sont des objets qui vous permettront de réparer ou construire une multitude d'autres objets. Ils ont une importance cruciale. Avoir et savoir se servir d'un outil et de la technique qui va avec ouvre des portes vers des champs d'action très vastes. Donc veillez à avoir ou à pouvoir emprunter les bons outils et entretenez-les bien, prenez-en soin. De façon générale, ayez bien conscience de la valeur des choses, des matières, de la nature. Chaque chose ou matière est une richesse. Personnellement, j'ai eu une révélation quand j'ai réalisé que les feuilles mortes en automne constituent en fait une matière première de grande valeur pour générer de l'humus. Et on peut par exemple nourrir les potagers pendant l'hiver avec. La rusticité douce, ce que j'appelle la rusticité douce par comparaison à la rusticité plutôt rude du type survie en caleçon dans les bois, donc la rusticité, la sobriété, la frugalité ne sont pas votre ennemi. Au lieu de renchérir toujours plus sur le niveau de confort, en épuisant les ressources, mais surtout en perdant soi-même en humanité, oui en humanité, parce que je ne trouve pas humain de prendre l'ascenseur pour monter un étage quand on est en bonne santé, sans aucun handicap ni lourd chargement à porter. Se servir un minimum de ses jambes, c'est quand même un truc humain de base, quand on a la chance d'être en bonne santé. Il n'y a qu'à voir ce qu'apprend avec bonheur un enfant de 1 an et demi. Donc, au lieu de faire ça, de perdre en humanité avec ce surconfort ridicule, soyez fiers de pouvoir faire face par vous-même aux réalités de la vie. Ressentez ce qui est réel, cherchez ce qui est authentique. Mettre un gros pull en hiver, pour mieux conserver sa propre chaleur corporelle, plutôt que de monter bêtement le chauffage, c'est juste hyper basique et authentique, et ça économise un paquet de calories artificielles. L'électricité ou le bois ou un autre combustible qu'on aurait brûlé. Gardez bien en tête que des tonnes de documentation existent. Il est tout à fait normal, au début, de ne rien savoir sur un sujet. Ça ne doit pas nous empêcher de nous y attaquer quand même. Il y a plein d'explications, de tutoriels, de retours d'expérience disponibles sur Internet ou dans les livres. Et enfin, partagez, échangez, partagez encore. Il est maintenant temps de conclure. On a dit qu'on allait parler des low-tech et de l'avenir, alors nous y voilà. Je vous laisserai décider par vous-même si les low-tech sont une piste d'avenir ou non, mais pour vous aider dans votre réflexion, voici l'éditorial de Philippe Vionduri, le rédacteur en chef de l'excellentissime magazine Socialterre. Il s'agit ici de l'éditorial de leur hors-série consacrée au low-tech, que je vous recommande ardemment d'ailleurs. Je cite donc M. Vionduri. « Soit nous continuons dans la trajectoire actuelle en espérant que nous serons secourus par d'hypothétiques énergies futures et ressources venues de l'espace, mais nous prenons le risque de nous effondrer brutalement avant la fin du siècle et de laisser un monde en ruine. Soit nous faisons le choix de durer, d'offrir les moyens de leur autonomie et de leur épanouissement aux milliers de générations à venir, mais nous devons renoncer à une bonne part de l'opulence matérielle actuelle. Cette seconde option nous paraît, à Socialterre, non seulement sensée, mais vitale. En cela, la démarche low-tech est une boussole qui pointe dans la bonne direction. » Waouh, très belle expression. Voici pour finir quelques conseils de lecture et ressources sur Internet. D'abord le livre L'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui est une référence en français pour creuser toute la réflexion sur le concept des low-tech et leur justification. L'excellent hors-série de Socialterre, encore disponible sous forme digitale, est une mine d'articles de bonne qualité sur le sujet. Un plus gros livre, un peu plus cher, mais passionnant, très beau, riche en explications soignées, Nomade des mers de Corentin de Châtel-Perron, membre du Low-Tech Lab. Il décrit l'aventure de ce voilier parti à la découverte des solutions low-tech de par le monde, embarquant lui-même des solutions low-tech. C'est hyper bien documenté, comme tout ce que fait le Low-Tech Lab. Il y a d'autres liens. Sur YouTube, ne manquez pas l'excellent Barnabé Chaillot, bricoleur de génie et personnage super agréable et pédagogue. D'ailleurs, je trouve le terme bricoleur bien trop réducteur par rapport aux immenses talents de M. Chaillot. Il y a l'incontournable wiki du Low-Tech Lab, duquel viennent la plupart des illustrations des solutions présentées ici. Vous y trouverez toutes les ressources pour les construire à votre tour. Et d'autres associations formidables, le fonds Agir Low-Tech, l'atelier paysan, dont on a un peu parlé dans cette présentation, Ethica Mondo, ingénieurs engagés, etc. Voilà pour la low-tech, en tout cas sur écran. Maintenant, à vous d'être acteurs. Merci.